Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous parle du licenciement pour motif personnel. Un licenciement qui regroupe plein de catégories et plein de cas. Alors, on va tout vous expliquer. Avant d'expliquer ce qu'est un licenciement pour motif personnel, réexpliquons déjà ce qu'est un licenciement. Un licenciement, c'est une procédure de rupture qui est engagée par l'employeur contre un salarié en vue de rompre le contrat de travail. Elle peut se faire dans le cadre d'un CDD ou d'un CDI. Évidemment, comme la rupture est à l'initiative de l'employeur, la rupture doit être motivée pour des raisons réelles et sérieuses. C'est-à-dire que l'employeur doit avoir des éléments probants qui lui permettent de justifier de la faute. Un licenciement peut être organisé pour plusieurs motifs, des motifs économiques, une inaptitude du salarié ou encore des motifs personnels. Aujourd'hui, on vous parle uniquement des motifs personnels. Un licenciement pour motif personnel doit donc être justifié par une cause réelle et sérieuse. On distingue à peu près 5 catégories de licenciement pour motif personnel. On y retrouve donc l'insuffisance de résultats, l'insuffisance professionnelle, la faute du salarié, la mésentente ou encore un élément de la vie personnelle du salarié qui vient impacter le contrat de travail. Ce qui fait donc 5 catégories de licenciement pour motif personnel. Le premier motif, l'insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle doit donc être prouvée. Elle doit s'appuyer sur des faits précis, objectifs et vérifiables. Un salarié juste moyen dans son travail ne peut pas être licencié pour insuffisance professionnelle. L'employeur a de base déjà une obligation de formation vis-à-vis de ses salariés et donc doit pallier les difficultés du salarié dans son poste. Une fois que cette obligation est remplie et si le salarié y met de la mauvaise volonté ou s'abstient volontairement de réaliser les tâches qui lui sont imposées, alors l'employeur peut engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Deuxième motif, l'insuffisance de résultats. Lorsque le salarié se voit fixer des objectifs et qu'il ne les remplit pas, il peut être licencié pour une insuffisance de résultats. Attention toutefois, l'insuffisance de résultats ne peut rentrer en jeu que lorsque les objectifs ont été clairement définis déjà dans un premier temps. Clairement défini veut dire fixé dans le contrat de travail, fixé dans un autre document, mais qui est mis à la disposition du salarié, contresigné par le salarié. Il faut de surcroît que ces objectifs puissent être atteints par le salarié. Si ces objectifs sont complètement déconnants avec la charge de travail que le salarié peut assumer, alors le licenciement pour insuffisance de résultats ne sera pas valide. L'insuffisance de résultats résulte donc d'une insuffisance professionnelle majeure du salarié ou alors d'un comportement fautif qui ne lui permet pas d'atteindre ses objectifs. Troisième partie, le licenciement pour faute. Le licenciement pour faute est finalement le cas le plus standard. C'est la situation où l'employeur se positionne sur le terrain disciplinaire le plus souvent. Ça résulte dans tous les cas d'un manquement du salarié à ses obligations contractuelles. Un salarié qui arrive systématiquement en retard, un salarié qui ne respecte pas ni son employeur ni ses collègues, ou pire encore, un salarié qui fait des actions de harcèlement vis-à-vis de ses collègues. Il existe donc, selon la gravité, plusieurs régimes de fautes qu'on vous détaille juste après. Donc, quatrième motif, la mésentente. La mésentente est la situation dans laquelle un salarié ne s'entend pas avec un autre salarié ou toute une partie du personnel carrément. La mésentente, pour être prouvée, doit s'appuyer sur des faits objectifs et directement imputables au salarié. Il faut que les situations de tension avec les autres salariés créent des situations de blocage fortes, voire mettent en danger l'entreprise pour pouvoir justifier du licenciement. Dernier motif, la vie personnelle du salarié. Un élément de la vie personnelle du salarié peut impacter nécessairement les fonctions du salarié dans l'entreprise. On peut prendre l'exemple d'un salarié qui perd son permis de conduire et qui ne peut plus assumer du coup ses fonctions s'il est chauffeur poids lourd par exemple. Deuxième exemple, un salarié qui est enseignant, qui est condamné pour des faits de violence et donc a un casier judiciaire, ne peut plus être enseignant, peut donc être licencié de son poste. Les différents niveaux de faute et leurs conséquences. Il existe donc 3 niveaux de faute qui varient selon la gravité des agissements du salarié. On a la faute simple, la faute grave et la faute lourde. Selon le niveau retenu par l'employeur, le niveau de faute va conduire à des situations où les préavis seront différents et où les indemnités versées ne seront pas les mêmes. Le premier motif de faute est donc la faute simple. La faute simple est constituée par une négligence du salarié, une omission ayant du coup
impacter l'entreprise de manière sérieuse. Elle justifie donc du licenciement. La faute simple n'est pas facile à justifier par l'employeur. En effet, la faute qui est commise par le salarié n'est ni une faute grave ni une faute lourde, sinon on organiserait un licenciement pour faute grave ou lourde. En revanche, les faits qui sont reprochés au salarié doivent être suffisamment importants pour justifier du licenciement pour faute simple. Dans la pratique, ce type de licenciement n'est utilisé que si l'employeur a un dossier complet justifiant la faute simple commise par le salarié. Lorsque le salarié est licencié pour faute simple, il a droit à une indemnité de licenciement, au paiement de ses congés payés et à la bonne exécution de son préavis. À l'issue de la procédure, le salarié peut s'inscrire auprès de France Travail pour bénéficier des allocations de retour à l'emploi. La faute grave est le deuxième niveau de faute. C'est donc une faute qui est plus importante que la faute simple, mais qui est moins importante que la faute lourde. Un licenciement pour faute grave peut être justifié par des absences répétées, des situations d'insubordination vis-à-vis de l'employeur ou d'autres salariés, ou encore un état d'ivresse du salarié sur son lieu de travail. On peut également rajouter le vol dans l'entreprise qui constitue une faute grave. Lorsque le salarié a commis une faute grave, il ne perçoit pas d'indemnité de licenciement, il perçoit simplement ses indemnités de congés payés et le préavis n'est pas à effectuer. À l'issue de la procédure, le salarié peut s'inscrire auprès de France Travail pour bénéficier des allocations de retour à l'emploi. Troisième niveau de faute, la faute lourde. La faute lourde peut être reprochée au salarié lorsqu'il commet donc des faits d'une extrême gravité. Cela peut consister à la divulgation d'informations confidentielles, au détournement de clientèle vis-à-vis de concurrents, à la séquestration d'un membre du personnel ou encore à des violences physiques ou des menaces de mort vis-à-vis de l'employeur. Dans le cas d'un licenciement pour faute lourde, le salarié ne perçoit que ses congés payés. Enfin, le salarié peut bénéficier des allocations chômage. La procédure de licenciement pour motif personnel regroupe 3 étapes. Première étape, c'est la convocation du salarié. La deuxième étape, c'est l'entretien préalable. Et la troisième étape est la notification du licenciement. Première étape du licenciement pour motif personnel, la convocation. La convocation est une étape importante puisqu'elle permet au salarié d'être informé de la volonté de l'employeur de procéder à son licenciement. La convocation prend la forme d'un courrier qui est adressé au salarié, souvent par lettre recommandée, mais qui peut également être remis en main propre contre des charges ou par l'huissier. Le courrier de convocation doit inclure des mentions obligatoires telles que l'objet du courrier, donc on indique que le salarié fait l'objet d'une procédure de licenciement. Le détail des motifs du licenciement n'a pas à être indiqué sur le courrier. On précise sur le courrier la date, l'heure et le lieu de l'entretien. On mentionne enfin la possibilité pour le salarié d'être assisté. La lettre de convocation doit être adressée au maximum dans les 2 mois qui suivent la découverte des faits. L'entretien préalable ne peut avoir lieu que 5 jours ouvrables après la réception par le salarié de la lettre de convocation. Sont présents à l'entretien le salarié, éventuellement la personne qui l'assiste, qui peut être soit un représentant du personnel, soit une personne au choix du salarié, mais qui est salarié dans l'entreprise. Cela peut également être un conseiller qui est inscrit sur une liste qu'on peut consulter par exemple à la mairie. L'employeur évidemment intervient au débat, il peut se faire représenter par un salarié spécifiquement désigné, par exemple le DRH de l'entreprise. L'entretien est après un débat entre l'employeur et le salarié où chacun évoque les motifs du licenciement et propose des arguments positifs, négatifs, justifiant ou non les faits. Il est recommandé de signer à l'issue de l'entretien un compte-rendu de réunion matérialisant les arguments et les échanges de chacun. À l'issue de l'entretien, l'employeur analyse les arguments et décide s'il poursuit la procédure. S'il décide de poursuivre la procédure, il procède à la rédaction d'une lettre de licenciement. Troisième partie, la notification du licenciement. La notification du licenciement est l'étape la plus importante. Elle commence donc par la rédaction d'une lettre de licenciement. Cette lettre de licenciement détaille les motifs qui sont reprochés aux salariés. Elle les détaille, elle doit être basée sur des faits objectifs, matériellement vérifiables. Il ne faut pas se contenter de faire référence à des échanges ou à des propos. Il faut des faits, rien que des faits. Le niveau de faute, simple, grave ou lourd, doit être indiqué expressément dans la lettre. On détaille souvent dans la lettre les conséquences du régime de la faute retenue, c'est-à-dire si le salarié effectue son préavis ou non dans l'entreprise.
On indique la date à laquelle seront disponibles les éléments de fin de contrat, solde de tout compte, certificat de travail. Enfin, la lettre de licenciement doit inclure une mention permettant au salarié de demander à l'employeur dans un délai des détails sur les motifs de son licenciement. La lettre de licenciement peut être envoyée donc par recommandé ou par acte d'huissier. Elle ne doit être envoyée qu'après l'attente d'un délai de 2 jours ouvrables après l'entretien. Si le motif invoqué est un motif disciplinaire, la lettre de licenciement doit être envoyée dans le mois qui suit l'entretien. Tous les licenciements pour motif personnel n'ouvrent pas forcément droit à une indemnité de licenciement. En effet, les cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde n'ouvrent pas droit à cette indemnité. L'indemnité de licenciement peut être calculée selon 2 régimes, soit le régime légal, soit le régime lié à la convention collective, si ce dernier est le plus favorable. Dans cette vidéo, nous n'allons expliquer que le régime légal. Le régime légal obéit donc à la règle suivante. L'indemnité de licenciement est calculée selon un salaire de référence. On retient donc le salaire des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois. On retient le montant le plus favorable. Ce salaire de référence sert de base au calcul de l'indemnité de licenciement. L'indemnité de licenciement équivaut donc à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté lorsque le salarié a moins de 10 ans d'ancienneté. Lorsque le salarié a plus de 10 ans d'ancienneté, on prend un tiers du mois de salaire de référence par année d'ancienneté. Quelques subtilités complémentaires. Pour pouvoir bénéficier d'une indemnité de licenciement, le salarié doit avoir au moins 8 mois d'ancienneté. L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation pour le salarié et pour l'employeur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, notre compte LinkedIn ou à prendre rendez-vous sur notre site internet. À bientôt!